Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins de 9h30 à 10h sur TV Finance en direct. Deux experts sur le plateau nous parlent de cette bourse agitée depuis le début de l'année. Donc nos experts ce matin, Pierre Puy-Bassé, porte-parole de la gestion de la financière de l'Échiquier. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Joseph Alfonsi, le directeur de la gestion et directeur général de LGA Investissement Associé. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. On a parlé évidemment des secteurs qui souffrent en bourse actuellement, on va parler des valeurs bancaires, on parle aussi de l'automobile, mais d'une manière générale, ce début d'année, on en a déjà parlé évidemment, est compliqué pour vous les gérants. C'est pas simple en ce moment. Bon, on ne peut pas dire que 2015 a été de tout repos non plus, mais là c'est vrai qu'on est vraiment sur une tendance où on se demande finalement si on est au bord du précipice ou si on est dans une phase où voilà, c'est le moment d'en profiter. Quel est votre avis? C'est la vraie question, c'est la question que se posent les marchés, c'est-à-dire qu'on a eu des développements depuis quelques mois qui laissent craindre le pire, avec notamment une récession manufacturière aux États-Unis, et on sait qu'historiquement, lorsque le secteur manufacturier plonge, généralement quelques mois après, il entraîne l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que d'abord, la baisse du secteur manufacturier est due quasiment essentiellement à la chute des secteurs pétroliers et dérivés. Pour le reste, ça se tient plutôt bien. Et puis, l'économie américaine est aujourd'hui beaucoup mieux préservée du fait de l'avènement de l'économie numérique, etc. Et du fait surtout de la solidité du secteur des services. Donc, il n'est pas dit que l'économie américaine soit entraînée. Et puis, il y a toutes les interrogations qui courent depuis plusieurs mois, la Chine, le pétrole, les conséquences déstabilisatrices de tout ça, l'incertitude sur les banques centrales. Et donc, le marché, on a l'impression que le marché se met à pricer le pire en cascade. Et si le pire se concrétise, effectivement, alors il est justifié que les marchés corrigent et continuent à corriger. Mais pour l'instant, je pense, il me semble, au regard des éléments dont on dispose, que tout ça me paraît un peu excessif. Excessif, Pierre Puy-Bassé, qu'en pensez-vous justement? C'est vrai que le news flow, le flow de nouvelles a été plutôt très négatif, comme le rappelait Joseph, entre la Chine, le pétrole. Maintenant on parle des devises, on a l'impression que voilà, le marché prend n'importe quel événement pour chausser les lunettes noires et très noires en ce moment. Oui, non, moi je pense que le marché il craint le risque déflationniste, c'est clair, et c'est pour ça que la prime de risque est en train de se retendre. Après, il y a des éléments, enfin, je pense que Joseph a très bien décrit ce qui se passait. Il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai que toutes ces questions tendent vers une augmentation de ce risque déflationniste. Et puis avec un constat finalement que les politiques des banquiers centraux se ne sont pas révélées efficaces sur leur capacité à refléter, et donc des interrogations sur quelle peut être la prochaine étape. Bon, c'est bien sûr un scénario qui est extrêmement noir. Je pense qu'on est dans une phase qui est extrêmement spéciale quant à l'inflation parce qu'elle est clairement plombée en fait par la baisse des matières premières. Si les matières premières et entre autres le pétrole se stabilisent autour de ces niveaux-là, bien a priori l'effet négatif, je dirais, sur l'inflation devrait se réduire et donc en conséquence on devrait retrouver un peu d'air de ce point de vue-là et donc peut-être retrouver une amélioration du sentiment sur les marchés. Sauf que pour l'instant, effectivement, la déflation continue, les matières premières sont entraînées. Le souci, c'est aussi que l'ogre chinois, l'ogre des matières premières, lui, s'est arrêté. Il est aussi en train de changer de modèle, d'un modèle très industriel. Il ne veut plus être l'atelier du monde. Aujourd'hui, les services se développent et ça impacte évidemment l'ensemble des matières premières et des pays producteurs. Alors là aussi, ça reste encore à être analysé de plus près, parce que notamment s'agissant du pétrole, on sait que le marché a tendance à interpréter la baisse du pétrole comme une chute ou un effondrement de la demande de la part des pays producteurs et ateliers du monde, et notamment de la Chine. Alors on sait que c'est pas vrai, puisque en 2015, il n'y a pas eu de chute des importations du pétrole, au contraire, elles sont tenues. Donc ça n'est pas vraiment le souci. Alors le souci, c'est que le marché extrapole, c'est sa vocation, le marché sert un petit peu de vigie, et il a vocation à se projeter. Mais après, si tout cela est déstabilisateur à court terme, ça rebat les cartes et on ne sait pas si finalement, en définitive, on n'aura pas quelque chose de favorable à la croissance mondiale, avec ce transfert un petit peu de pouvoir d'achat, etc. Aujourd'hui, on est un petit peu entre deux eaux et le marché, on le sait, n'aime pas la certitude. Toutes ces questions, ce sont des vraies questions. Le marché n'aime pas ça. Mais pour vous qui justement êtes à la tête d'une société de gestion, vous avez des clients qui vous appellent peut-être, est-ce qu'il y a une vraie inquiétude aujourd'hui? Comment on pilote dans ces marchés, c'est vrai, assez tourmentés?
Alors, je parle pour ce qui me concerne, Pierre sera mieux placé que moi pour parler des clients d'une manière générale, mais nous, ce qu'on voit chez nous, c'est qu'on a l'impression que les clients sont un peu tétanisés, et puis d'abord, ils ont un petit peu une accoutumance à ces crises. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2000-2003 le bear market, 2008 la récession, l'effondrement, 2011 la crise souveraine, et là on rebelote depuis maintenant 6 mois. Il ne faut pas oublier que depuis le 13 avril, qui est le point haut de marché, les marchés ont perdu 20% de leur valeur, l'Espagne 25%, c'est-à-dire un quart de la valeur. Pour autant, est-ce que les entreprises espagnoles et est-ce que l'économie espagnole dont on a vu qu'elle redémarre nécessite ou justifie ça? Non. Et on sent les clients un petit peu, finalement, lassés, désabusés, un peu tétanisés par tout ça. Alors, je ne sais pas si Pierre a le... Pierre, alors financière de l'échiquier, quand même belle maison, beaucoup de fonds et beaucoup de clients, évidemment, des particuliers, des particuliers fortunés, des institutionnels également. Comment réagissent vos clients? Est-ce que vous avez des appels? Est-ce qu'il y a une panique, puisque le début d'année est quand même pas très bon, comparable à ce qu'on avait connu peut-être en 2008, en 2011? Non, je ne pense pas qu'il y ait de panique, ça c'est absolument clair. Je pense qu'il y a des interrogations qui me paraissent justifiées sur l'évolution des marchés. Et puis je pense qu'il y a surtout une géographie en fait, ou une approche de l'investisseur finalement qui s'est beaucoup modifiée depuis 2008. Je pense que beaucoup d'investisseurs ont effectivement choisi de diversifier leurs placements, une exposition sur les marchés actions qui s'est quand même pas mal réduite, il faut le reconnaître. Et je pense que finalement, et une habitude, comme le disait Joseph, à ces périodes de consolidation et peut-être un peu à ce que nos investisseurs externes peuvent considérer comme une irrationalité un peu des marchés, qui fait qu'il y a un grand calme. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'intérêt aujourd'hui pour des produits avec des volatilités plus faibles, des produits diversifiés, très très Alors clairement. lesquels, sur quoi on se met pour contrecarrer cette volatilité? Écoutez, moi je vais parler un peu de ce qu'on peut offrir dans notre gamme. Je pense qu'on a des fonds d'obligations convertibles qui se tiennent extrêmement bien. C'est lié à la façon dont on les gère. Je pense que Joseph, tu pourras en témoigner. On les gère très proche de la zone de convexité, on les gère très proche du plancher obligataire. Ça fait des fonds finalement qui ont une exposition implicite sur les marchés actions qui est assez limitée, qui se comportent très très bien. Alors ils sont en baisse certes, mais enfin ils sont dans des baisses qui sont beaucoup plus modérées que les marchés actions dans leur ensemble. Et puis surtout, ils ont une capacité à prendre le rebond. Donc ça, c'est une première solution. Je pense que la deuxième solution, ce sont des fonds dits diversifiés, donc qui sont des mélanges actions-obligations. Alors c'est vrai que ceux-là ont peut-être été un peu plus bousculés sur ce début d'année, même si ils remplissent leur contrat implicitement avec une belle résistance. De notre point de vue, c'est pas un mauvais calendrier pour se réintéresser à ce genre de propositions, puisque finalement, ce que l'on observe, et c'est peut-être la bonne nouvelle derrière la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que derrière toute consolidation, il y a à nouveau des opportunités. Et clairement, sur le marché obligataire, très très rapidement, on a vu finalement le potentiel se recharger avec des rendements actuariels qui sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un fonds ou sur une poche, par exemple, high yield, on retrouve, tout en restant sur des durations qui sont extrêmement raisonnables, de l'ordre de 3,5 années, on retrouve des rendements actuariels qui peuvent être entre 5,5 et 6%. Donc on a aujourd'hui, je pense, tout à fait des raisons de penser qu'on peut à nouveau recharger sur ces fonds diversifiés. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que si on regarde un peu le discours général au début de l'année 2015, il y avait énormément d'interrogations sur l'intérêt d'être sur une poche, sur ces diversifiés qui avaient des poches obligataires et qui étaient considérées comme des poches risquées. C'est ce que je voulais vous demander, parce que première objection, c'est sûr que le marché action compliqué, vous disiez, beaucoup de gens se sont un petit peu détournés, trop de volatilité, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc effectivement ces obligations convertibles, sauf que du côté du marché du high yield, il y a aussi des craintes, notamment de tout ce qui est pétrole, matière énergétique aux États-Unis. C'est le high yield européen dont vous nous parlez? Oui, je parle du high yield européen. Sur nos fonds diversifiés, nous n'avons que des actions européennes ou des obligations d'entreprises européennes. C'est vrai qu'il y a aux États-Unis, c'est un marché qui est, du moins qui a très mal performé pour des raisons spécifiques. Il y a tout ce secteur pétrolier qui est très important, qui avait profité en fait de cette dette pas chère et abondante finalement pour emprunter. On se rend compte effectivement qu'il y a maintenant à peu près plus de 200 milliards après
priori, de dette, hein, avec des expositions sur ces opérateurs, entre autres du pétrole de schiste. C'est vrai, quand on voit les taux ce qu'on appelle les taux de recovery, finalement, c'est ce que rapporte la vente des actifs dans les cas de défaut. Oui, voilà, combien on récupère. Il n'y a pas grand-chose, finalement, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens se sont servis, finalement, louent leurs équipements, mais se sont servis de ces emprunts pour acheter leurs concessions. C'est sûr que le prix de la concession, quand le pétrole est à $100 ou quand le pétrole est à $30 et que finalement l'exploitation de ce pétrole est déficitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça ne concerne pas en fait le marché obligataire européen. Alors il y a des tensions, c'est sûr, sur les sociétés les plus endettées, on les a observées. Maintenant, il y a toujours un prix pour tout, hein, c'est ce qu'on appelle la prime de risque d'une certaine façon. Et de notre point de vue, on commence à avoir des rémunérations qui sont élevées. Et puis il y a beaucoup d'irrationalité. Hein, je pense qu'on souffre beaucoup de la liquidité sur ces marchés-là. Je pense que l'évolution que l'on a pu observer depuis le début de l'année, par exemple, d'une obligation Areva septembre 2016 est tout à fait instructif. Hein. On est passé par des niveaux de 12% septembre 2016, hein, 9 mois de maturité, 12% de rendement actuariel pour repasser par 5, pour repasser par 2, pour remonter par 5. Enfin, il y a énormément de nervosité en fait. Okay. Mais la nervosité crée des opportunités, encore une fois. Les opportunités, justement, on en parle, où elles sont quand on voit des secteurs entiers qui sont quand même, voilà, on va dire, gravement soldés, hein, que ce soit les bancaires, que ce soit l'automobile, on en a parlé dans l'édito avec des chutes, hein, Daimler qui annonce des profits records, 150 milliards de chiffre d'affaires, un résultat net de près de 9 milliards, et pourtant l'action chute au résultat de 6% parce qu'on anticipe là aussi peut-être le pire qui va passer en Chine, le hard landing. Est-ce que là aussi, exagération selon vous, Joseph Alfonsi? Oui, très clairement, mais c'est le rôle des marchés. Il faut en profiter du coup. Et du coup, comme le disait Pierre, ça permet de faire son marché, ça permet effectivement de profiter d'opportunités. Après, attention, le marché joue son rôle, mais il peut aussi, in fine, avoir raison. C'est-à-dire que le véritable problème, c'est qu'au moment où on parle, on ne sait pas trop. Le marché price le risque extrême actuellement. Est-ce que ce sera avéré ou pas? On verra. Si effectivement, en cascade, tous les risques se concrétisent, alors je ne suis pas sûr que ce soit le moment de revenir en bourse, au-delà des résultats qui sont backward-looking, comme on dit, qui sanctionnent une période passée. Mais peut-être pour revenir, pour donner un éclairage sur ce que vous venez de dire, on parlait tout à l'heure, on a des banques qui publient, quand on voit le volume de résultats, de profit, au-delà de la progression ou pas de la progression, si tous les ans, même à progression inchangée, c'est-à-dire avec une progression nulle, si tous les ans on a ce niveau de profit, le marché n'a pas vocation à s'effondrer. BNP, à moins, 6 milliards et demi de résultats nets. Si tous les ans, imaginons que maintenant, tous les ans, BNP sorte 6 milliards de résultats, progression des résultats, zéro en variation. Pour autant, l'actif de BNP n'est plus le même, la richesse créée n'est pas la même. Et de ce fait, l'action, normalement, qui reflète la valeur d'une entreprise, n'a pas vocation à s'effondrer. Donc, ça montre bien quand même qu'on est sur des craintes, sur des interrogations, et que le marché va jusqu'au bout de son rôle. Avec une grosse volatilité, puisque le titre BNP, sur 2 jours, est en hausse de 8%, 4,5% hier, 4% ce matin. Est-ce qu'il y a des phénomènes de flux, Pierre Puy-Basset, clairement, justement, quand on voit ces effondrements de tout un secteur? On a l'impression que toute la cote est vendue d'un coup, que ce soit le secteur bancaire, le secteur automobile. Qu'est-ce qui explique en fait qu'il y ait comme ça des pans de secteurs, des secteurs massivement vendus? Alors oui, il y a forcément des phénomènes de flux. Je pense qu'il y a, vous savez, la caractéristique des marchés et des marchés actions, c'est qu'il y a des investisseurs qui ont des motivations qui sont extrêmement différentes et des horizons d'investissement qui sont extrêmement différents. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement des gens qui prennent des positions peut-être vendeuses sur certains secteurs, hein, pour les mettre en face de positions acheteuses sur d'autres. C'est pas du tout notre métier, donc j'ai pas une très grosse visibilité là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a tant de nervosité dans le marché que ça oblige les intervenants à être peut-être plus rapides sur leur prise de décision et d'une certaine façon peut-être plus brutaux sur l'exécution de ces décisions, ce qui explique un peu la forte volatilité, comme vous l'illustriez sur les mouvements qu'on a pu voir entre autres sur la BNP. Voilà. Mais bon, rien de nouveau. Enfin, je pense que, encore une fois, j'aime bien le dire, on oublie très vite ce qui s'est passé les années précédentes. On a vécu, même sur des années qui se sont finalement bien terminées, on a vécu des périodes compliquées sur chaque année. Il y a toujours des périodes compliquées, il y a toujours des périodes de questionnement. Ce qui rend très compliqué cette période-là, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres en fait. Parfois, il n'y a qu'un seul paramètre, il n'y a qu'une seule question. Là, il y a énormément de questions. Hein. Il y a entre autres le ralentissement américain, la politique de taux de la Fédérale Réserve, les implications sur le dollar, enfin le pétrole, la Chine. Enfin, il y a énormément de choses et c'est ce qui rend la période compliquée mais passionnante, hein, pour les investisseurs. Alors justement, on continue à décrypter
cette période compliquée mais passionnante, comme dit Pierre Puvassé, avec nos invités. Rendez-vous dans la deuxième partie du débat. À tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.